Amis cyclistes, amis amateurs de vélo, je vous dis bonjour et vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Vélo. Chaque podcast nous donne l'occasion d'aller à la rencontre de ceux qui font vivre le vélo à leur manière et qui, eux aussi, ont des choses à nous raconter sur le cyclisme, leur métier et l'actualité. Aujourd'hui, je reçois Béatrice Souchard. Journaliste depuis plus de 40 ans, c'est le cyclisme qui l'a amenée, à l'âge de 12 ans seulement, à vouloir pratiquer ce métier. Il me semblait intéressant de l'interroger sur ce sport, son histoire et sur ce qu'il raconte des évolutions de notre société, elle qui a consacré un ouvrage sur la France du Tour. Si ce podcast vous a plu, à la fin de votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner et le partager autour de vous. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste politique depuis les années Mitterrand. À cette époque, la France était au sommet du cyclisme. Féru de politique, vous avez couvert 6 campagnes présidentielles pour la Nouvelle République, du Centre-Ouest, La Vie, Le Parisien, Le Figaro. Vous êtes également grande amatrice de cyclisme, poulidorienne assumée, il me semble, et vous avez publié l'année dernière un livre intitulé Le Tour de France et la France du Tour. Alors, je lisais un article de Xavier Bertrand l'année dernière où il racontait dans l'opinion que vous étiez décidé à l'âge de 12 ans de devenir journaliste pour pouvoir couvrir le Tour. Donc première question pour commencer ce podcast, est-ce que cette phrase est exacte ? C'est exact, c'est tout à fait exact. Alors moi, j'ai toujours récusé. Alors c'est pas un gros mot, journaliste politique, hein, mais moi je suis journaliste tout court. D'abord, j'ai pas toujours fait que de la politique. C'est vrai que j'en ai fait beaucoup, notamment, disons depuis le début des années 80 jusqu'à nos jours. Donc ça fait beaucoup. Mais j'ai fait de la rédaction locale, j'ai fait des faits divers, j'ai fait de la justice, j'ai fait de la rubrique télé. Voilà, ce qui m'intéresse dans le journalisme, c'est un peu tout. Même si je vais pas dire le contraire, j'ai une vraie prédilection pour la politique. Mais je suis devenu journaliste grâce au cyclisme, effectivement. Et est-ce que vous pouvez justement nous dire un petit peu la genèse de cet attrait pour le cyclisme ? Oh oui, c'est un épisode très précis. Je précise que chez moi, personne ne s'intéressait au sport ni au cyclisme. Hein. Moi, j'étais dans un milieu où on parlait plutôt de musique classique matin, midi et soir. Chose que, beaucoup d'intérêt aussi. Je garde toujours beaucoup d'intérêt pour la musique classique et l'opéra. Ma mère chantait, donc j'ai vraiment grandi là-dedans et pas du tout on s'intéressait pas du tout au Tour de France ni aux courses cyclistes. Et pour une raison qui reste mystérieuse, ça reste un mystère des mystères dans la vie de chacun de nous. Je me suis prise de passion pour le cyclisme pendant Paris-Nice en 1966. Donc vous voyez que c'était il y a très longtemps, la fameuse étape contre la montre que gagne Poulidor, battant pour la première fois Jacques Anquetil, et puis la dernière étape de Paris-Nice où, dans des circonstances un peu troubles, on va dire, avec des coalitions bizarroïdes dans le peloton, finalement Anquetil finit par gagner. Donc je me suis passionné pour ça. Donc je me suis commencé à acheter le miroir du cyclisme, pas tellement l'équipe au début, l'équipe un peu plus tard, mais le miroir du cyclisme, à lire des bouquins pour essayer de comprendre ce que c'était que ce milieu cycliste. Et puis ensuite il y avait les autres courses derrière, notamment le Tour de France bien sûr, mais c'est Paris-Nice donc j'ai toujours une petite faiblesse sentimentale au mois de mars Paris-Nice parce que ça me rappelle ces souvenirs là. Et je me suis dit quel métier je pourrais faire qui me permettrait de suivre le Tour de France, ou des courses cyclistes, enfin disons le Tour de France, plus généralement. Donc j'ai cherché un peu, j'ignorais qu'à l'époque, heureusement, les femmes étaient interdites dans la caravane du Tour de France, et je me suis dit tout d'un coup, tiens, journaliste, ça doit être formidable, parce que si on est journaliste, on doit pouvoir raconter l'envers du décor, raconter la course, connaître les coureurs, etc. Et donc j'ai annoncé à mes parents qui ont fait une mine un peu un peu perplexe pour être gentil, que je serais journaliste pour pouvoir suivre le Tour de France. C'est vrai que c'était un peu inattendu, surtout à l'époque. Je pense que ça le serait peut-être moins maintenant. Mais dans les années 60, déjà vouloir être journaliste pour une fille, c'était pas très commun. Mais en plus, poursuivre le Tour de France, alors là, c'était totalement baroque. Et justement, cette phrase elle est très intéressante. Une phrase que l'on sort, entre guillemets, à 12 ans, c'est pas forcément quelque chose qui se concrétise. Et dans votre cas, c'est le cas. Est-ce que justement, entre 12 ans et le moment où vous avez eu, pour la première fois, votre carte de journaliste professionnel, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez dit, oh, finalement, journalisme, peut-être pas, parce que c'est vrai que 12 ans, c'est quand même tôt. Non, le journaliste peut-être pas, je pense que je me le suis jamais dit. En revanche, sur journaliste, je me suis jamais imaginé journaliste vraiment sportive à 100% en fait.
Ça a plus été un prétexte qu'autre chose. Je pense que s'il n'y avait pas eu la passion pour Paris-Nice, la bagarre Anquetil-Poulidor et les Tours de France qui ont suivi, je pense que je serais venu au journalisme d'une autre manière de toute façon. Je pense que c'est vraiment le métier qui me convenait le mieux. Donc il y a sans doute autre chose qui m'y aurait amené. Il se trouve que c'est le vélo et que le vélo est vraiment resté présent tout le temps sur la durée. Mais je me suis jamais vu faire un autre métier, ça c'est sûr. Ce qui était un vrai problème d'ailleurs parce que j'avais loupé après le bac, j'avais loupé une première fois le concours d'entrée au centre de formation des journalistes et je me disais mais si j'y arrive pas, qu'est-ce que je vais faire? Et la réponse était rien, je sais pas, je ne veux rien faire d'autre. Et la deuxième fois, j'ai eu le concours. Je reviens juste rapidement sur ce que vous disiez par rapport à Paris-Nice, juste pour avoir le contexte, parce que finalement les courses n'étaient pas diffusées à l'époque. Comment vous vous êtes retrouvés? Alors oui, tout à fait, oui. Alors en fait, les courses n'étaient pas, je ne crois pas que Paris-Nice était diffusé. En tout cas, il n'y avait pas la télévision à la maison, donc c'est pas par la télévision. Et mes parents achetaient le journal local, parce qu'on était à Tours à l'époque. Donc le journal local, c'est la Nouvelle République du Centre-Ouest, où j'ai passé ensuite 15 ans de ma vie professionnelle. Et c'est amusant parce que j'ai eu l'occasion de raconter ça à l'intéressé il y a pas très très longtemps. Je lisais les articles, les comptes rendus de la course dans les articles de Jacques Augendre, qui travaillait pour l'équipe à un moment, mais aussi pour une agence de presse qui s'appelait l'ACP et que reprenait la presse régionale. Donc en fait, j'ai appris le vélo en lisant Jacques Augendre et puis des plumes du Miroir du cyclisme, Émile Besson, Bastide, etc. Chany ensuite. Mais donc en plus il y a vraiment un lien avec la presse écrite et avec la presse régionale pour laquelle j'ai toujours gardé une vraie tendresse. Et je me souviens qu'à l'époque il y avait pour Paris-Nice, c'est dire si l'intérêt pour les courses a changé. Je suis sûr, il faudrait vérifier parce que parfois les souvenirs sont trompeurs, mais je suis à peu près sûr que tous les jours à la une du journal il y avait une photo de l'arrivée de l'étape et un titre sur où on en était dans Paris-Nice, y compris les étapes, et pas forcément les étapes les plus stratégiques de l'épreuve. Donc c'était vraiment très très suivi par la presse locale à l'époque, par la presse en général. Et finalement, pourquoi le vélo et pas un autre sport? Je n'en sais rien. Alors j'aimais bien faire du vélo par ailleurs, j'avais un petit vélo et je faisais des courses avec les copains du quartier. Donc, quand je pouvais les battre au sprint, j'étais assez contente. Donc peut-être un petit goût un goût de la compétition sans doute. Et sinon, il y a des questions auxquelles je n'ai vraiment pas les réponses. Pourquoi le vélo? Je pense qu'il y a eu cette rivalité Anquetil-Poulidor. Alors très longtemps après, je me suis dit au fond, c'était comme un second tour d'élection présidentielle. Mais bon, ça c'est une façon de réécrire l'histoire. Hein. Mais il y a un petit peu, j'aime le côté. C'est vrai que c'était quand même une époque où en plus tout le monde était sommé de prendre parti, quoi. Même les gens qui ne s'intéressaient pas au cyclisme dans les années 64, 65, 66, il fallait être poulidoriste ou il fallait être anquetilliste, il fallait choisir son camp. C'était, je crois qu'on se rend absolument pas compte de la passion que les gens mettaient dans cette, en plus deux Français, donc deux Français, il y en avait forcément un des deux qui gagnait, c'était le bon temps. Et il y avait vraiment, c'était même le mot passionné est même encore faible. Il y avait une espèce d'hystérie quand même autour des deux. Ce coup de foudre que vous avez eu avec Poulidor, alors est-ce que vous l'avez eu, parce que c'est vrai que je vous lis et oui, tout à fait, oui, au poulidoriste, je sais pas comment on disait. Alors ça là aussi, on est sur un truc assez étrange. Mais c'est compliqué, hein, la psychologie, surtout quand on a 12 ans peut-être. Moi j'étais originaire de Normandie, donc logiquement j'aurais dû plutôt être pour Anquetil, qui était de Rouen comme moi, même si on n'habitait plus Rouen parce qu'on était en Touraine. Et puis moi je suis plutôt quelqu'un qui aime gagner, donc le tempérament de Poulidor, disant finalement je suis content même si je gagne pas, c'est pas tout à fait moi. Donc ce que j'ai aimé, je pense en lui, c'est le côté persévérant, le côté travailleur, et peut-être si on revient à ce Paris-Nice, j'ai vraiment été scandalisé, je sais pas si c'est le mot, mais choqué à l'époque par l'injustice dont il a été victime, puisqu'il s'est passé des choses assez bizarres qui lui ont fait perdre Paris-Nice avec certains de ses équipiers poussés vers le fossé, enfin voilà. Donc c'est peut-être ça, mais ma réponse n'est pas satisfaisante parce que je n'ai pas tout élucidé. Et comme je pense pas passer du temps chez le psychanalyste pour savoir, je resterai avec quelques questions. S'il n'y avait pas eu cette rivalité exacerbée Anquetil-Poulidor, ça m'aurait peut-être moins intéressé. Vous avez vécu plusieurs grandes phases du cyclisme avec plusieurs figures que vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, hein, que ce soit Merckx, Ocaña, Hinault et j'en passe. Quelle est la période que vous retenez la plus? Je crois qu'on retient tous les
les fanats de vélo, c'est assez drôle d'ailleurs, parce que au moment de mon bouquin, quand je parlais du Tour de France avec des gens qui ne sont pas spécialement des passionnés, ils disent ah oui, je me rappelle. Alors Hinault, selon Thévenet, alors pour les très 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 vieux, je veux dire plus vieux que moi, ils vont parler de Bobet, mais bon, là, cette génération-là, elle commence à disparaître petit à petit. Donc je pense que ça renvoie à l'enfance. Alors moi, l'époque est la plus précise dans ma mémoire. Ce sont effectivement les années 60-70, d'abord parce que j'avais le temps, j'étais au lycée, donc ça laisse un peu de temps. J'ai un petit peu décroché dans la période Hinault, parce que c'est la période où j'ai commencé à travailler. Donc je pense que quand on se lance dans la vie professionnelle, dans la vie tout court, voilà, il y a peut-être un petit peu moins de temps. Donc j'ai un petit peu décroché dans cette période-là, et puis je me suis beaucoup réintéressée à partir du moment où j'ai pu suivre une étape, parce que j'en ai suivi plusieurs, mais la première fois que j'ai suivi une étape, c'était en 1990 dans une voiture de la Nouvelle République du Centre-Ouest. Et puis je m'y suis alors peut-être réintéressée un peu plus depuis que effectivement je fais ces chroniques, ça fait 2 ans maintenant ou 3 ans, depuis que je fais ces chroniques sur Internet, où donc je me suis replongée dans des bouquins, dans l'histoire, pour remettre un peu à jour les connaissances. Et puis l'année dernière quand j'ai fait le bouquin, bien sûr. Mais si j'en crois mes enfants, les mois de juillet en vacances, c'était l'enfer, parce qu'il fallait toujours regarder le Tour de France. Et j'ai pas de reproches j'ai des reproches amusés et gentils maintenant, en disant ah ouais, tu passais ta vie devant la télé, c'était pénible. Enfin bon, ça va, j'ai 2 filles, elles n'ont pas l'air d'avoir trop souffert quand même. Est-ce que vous leur avez transmis le virus? Non. Non, j'avais réussi sans le vouloir d'ailleurs, mais j'avais contaminé, bon, faut faire attention, le mot contaminé en ce moment, faut pas trop l'utiliser, j'avais contaminé mon mari, qui au départ s'intéressait pas du tout au cyclisme, qui est malheureusement plus de ce monde, mais qui les dernières années, j'avais l'impression parfois qu'il était plus passionné que moi par la course. Il était là, regarder les écarts, les trucs, donc ça m'amusait beaucoup, parce qu'au départ c'était du chinois pour lui, donc lui c'était vraiment, c'était mis, mes filles non, pas du tout. Comment justement vous avez vécu par rapport à toutes ces tranches où on parlait, voilà, vous les avez évoquées, le point de rupture qui a été 98? Oui, peut-être même un petit peu avant, mais enfin disons 98. Mais bon, déjà c'est vrai que RIS 96, regarde devant son écran de télé, on se pose quand même des questions, sans doute sur une durée aussi avant, même si j'allais dire ça se voit moins, mais enfin il y a visiblement une vraie rupture à ce moment-là. Bah comment j'ai vécu ça, comme quelqu'un à qui on a cassé son jouet de gamin, de gamine en l'occurrence. C'est dire bah oui, on m'a cassé mon jouet, quoi. C'est excessif de dire ce mot-là, mais c'était douloureux, oui, quand même. Et alors en plus, surtout tous les gens qui disent oh là là, des coureurs cyclistes, tous dopés, tout, enfin, bon, ça c'est très très pénible. Mais oui, il y avait un côté, alors pas douloureux, ça m'a pas empêché de dormir, mais oui quand même, il y avait un petit côté, le rêve d'enfant qui en prend un coup, quoi. On a eu ces derniers mois, bien entendu, la mort de Raymond Poulidor. Est-ce que vous éprouvez une nostalgie pour le cyclisme d'antan? Alors moi je suis globalement pas quelqu'un de très nostalgique, c'est-à-dire que je suis pas du tout des gens, alors qu'à mon âge il y en a quand même pas mal, qui vous diront ah c'était mieux, le journalisme c'était mieux avant, et les journaux c'était mieux avant, et puis les courses cyclistes c'était mieux avant. Globalement c'est pas mon ressort. D'abord je pense que ça sert à rien, et ensuite je pense que ça n'est pas vrai. Il suffit de lire quelques vieux auteurs du 18e ou du 19e siècle pour s'apercevoir que eux aussi disaient que c'était mieux avant. Donc si c'était déjà mieux avant du temps de Voltaire ou du temps de Chateaubriand, bon ça permet de relativiser tout ça. Si j'ai alors d'abord la nostalgie c'est peut-être celle d'avoir été plus jeune et de plus laide. Bon ça c'est banal, mais peut-être la nostalgie de course. Alors on va voir si ça c'est bon, peut-être pas cette année parce que c'est mal parti à cause du coronavirus, mais l'année dernière j'ai trouvé que les courses redevenaient plus ouvertes, plus bagarreuses, moins corsetées. Il y avait quelque chose qui me rappelait des plus anciennes, donc avec des scénarios un peu plus inattendus. Donc j'espère qu'on va revenir à des courses comme ça. Par rapport à la politique, je parlais de nostalgie, on est sur une période où il y a moins de grandes gueules auxquelles s'identifier, de personnages providentiels, on va dire quelque part. Je faisais le parallèle également avec la politique.
Ben bien sûr, tout à fait. Ah ben le parallèle est total. Oui, oui. Je pense que c'est bien au-delà de. Alors dans les autres sports, je connais pas suffisamment, mais on a l'impression que tout est beaucoup plus lisse et qu'il faut pas trop faire de vagues et que quand quelqu'un détonne un peu dans le milieu, ça fait un peu bizarre. Et c'est exactement pareil en politique, oui. Honnêtement, la politique est. Alors, je vais pas dire qu'elle est ennuyeuse parce que l'époque ne l'est pas. Il se passe beaucoup de choses et c'est passionnant, mais la vie politique elle-même est pas très passionnante et oui, ça manque effectivement de grande gueule. Oui, je pense qu'on peut dire les choses comme ça. Je pense que c'est la société qui est comme ça, donc j'imagine que c'est une parenthèse et puis qu'il y aura d'autres périodes différentes qui reviendront. On retrouvera peut-être les grandes gueules. Dernière question, et avant d'aborder la deuxième partie, vous parliez justement de l'année dernière, donc 2019, qui a été, à titre personnel, je trouve, une excellente crue également. Je pense que la plupart des gens qui ont suivi le vélo diront la même chose. Dans votre livre, vous appeliez de vos voeux le retour des Français pour redonner un souffle au Tour de France. Alors moi, la question, c'est comment vous avez justement vécu ce fameux Tour de France, pour faire la suite de votre dernier chapitre, et comment vous avez vécu l'abandon de Thibaut Pinot, et quelle relation vous avez avec ce coureur? C'est quelqu'un d'assez mystérieux pour moi. Je saisis pas bien. Il donne parfois l'impression de pas être à sa place dans le milieu du cyclisme lui-même. Presque de s'excuser d'être là. Son côté un peu timide, un peu. Mais là encore, moi je le connais pas du tout, hein, donc je parle comme ça en l'air. Pour revenir au Tour 2019, je trouvais que c'était effectivement entre Alaphilippe qui anime tout le tour. J'étais à Pau en plus le jour de l'étape contre la montre et du centenaire du maillot jaune, qui était quand même une belle journée à vivre sur place, et c'était très chouette. Et Pinot, je veux pas dire quelque chose de désagréable parce que je me permettrais pas sur un champion pareil. Autant il m'avait emballé au Tour de Lombardie. Sur les courses de 3 semaines, je pense qu'il y a un souci, quoi. Je pense que la 3e semaine, pour l'instant ça passe pas, donc j'espère que ça passera cette année ou une autre année. Je pense que des champions français, c'est lui le plus à même de gagner le Tour de France. Je pense que là il y a pas photo là-dessus, mais il manque un petit truc. On le sent un petit peu quand vous en parlez ou quand vous l'écrivez, vous avez l'air d'être plus Alaphilippe que Pinot, j'ai l'impression. J'aime bien la façon de courir d'Alaphilippe. Effectivement, le côté attaquant, le côté plus. Je trouve qu'il est plus charismatique. Oui, il y a un vrai personnage. Il y a un vrai. D'ailleurs, ça m'avait amusé à Pau parce que le soir de l'étape, il y avait des gamins qui faisaient des courses entre eux dans les rues de Pau, et là qui disaient allez, c'est moi qui fais Alaphilippe. Et j'ai eu l'impression que j'avais pas entendu ça depuis très longtemps. Alors peut-être Viran qui est encore, mais moi, quand j'étais petite et qu'on faisait du vélo, donc il y avait le plus vieux, il faisait Bobet, les autres, ils faisaient Antil et Poulidor. Mais je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose avec Julien Alaphilippe, qui est effectivement sans doute plus charismatique. Bon, mais je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie où on va parler un petit peu de société et un peu de politique. Donc, première question, on va parler un petit peu d'urbanisme, de ville. Comment expliquer finalement, c'est très paradoxal, je trouve, on est dans une époque où on promeut de plus en plus le vélo urbain. C'est quelque chose, on le sent, c'est dans l'air du temps, on parle de plus en plus de vélo dans la ville. Pour autant, et je crois que de mémoire vous le mentionnez également dans votre livre, ça ne se transforme pas en passion pour le cyclisme en tant que sport. Comment, finalement, quel est le public du Tour de France et comment on explique que les deux ne se joignent pas ? Je pense qu'effectivement, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas, j'allais dire le vélo et la bicyclette, si je puis reprendre cette vieille différenciation. Je pense que les deux se rejoignent pas, et que les Parisiens qui vont travailler, les Parisiens ou les gens des métropoles ou d'ailleurs, hein, qui vont travailler à vélo, se mettront pas forcément devant la télévision pour suivre le Tour de France, qui pour beaucoup d'entre eux est quand même un truc un peu trop saucisson, bière, accordéon, quoi, un peu trop populaire. Alors populaire pour moi c'est pas un gros mot, bien au contraire. Donc je crois que ça n'est pas le cas dans certains autres pays. J'en ai parlé plusieurs fois avec Christian Prudhomme, qui me citait l'exemple d'Utrecht, qui avait beaucoup utilisé le départ du Tour, je sais plus en quelle année c'était, il y a pas très longtemps, pour justement faire en même temps le départ du Tour de France et l'aménagement des pistes cyclables, en essayant vraiment de mêler les deux, et ça avait plutôt bien marché. En France, pour l'instant, ça reste deux choses qui ne se rejoignent pas. Ce sont deux parallèles qui, par définition, ne se rejoignent pas. Mais les choses peuvent peut-être changer. Puis les gens qui s'intéressent au vélo et qui sont à la campagne, ils n'ont pas attendu les écologistes pour faire du vélo, hein.
très très longtemps que tout le monde faisait du vélo à la campagne pour aller à l'école ou ailleurs. Alors, on parlait des métropoles, on parle des grandes villes, et quelque chose qui m'étonnait, c'est que j'avais vu que certaines villes, par exemple, comme Dijon, ne semblent pas vouloir accueillir le Tour. Je crois que ça fait au minimum, plus de 10 ans qu'il n'y est pas passé, mais de mémoire, c'est au moins 15, 20 ans, peut-être. Oui. Il faudrait que je vérifie exactement. Pourquoi ces villes qui, peut-être à une époque, auraient tout fait pour avoir le Tour, finalement, maintenant, n'en veulent plus? Bah, ce qui est vrai quand même, c'est qu'il y a encore beaucoup, j'ai pas les chiffres en tête là, mais ils sont faciles à trouver. Il y a toujours beaucoup de villes candidates et beaucoup plus de villes candidates qu'il n'y a de villes retenues finalement, soit pour un départ ou soit pour une arrivée, parce qu'il y a de moins en moins de villes qui font à la fois l'arrivée et le départ le lendemain matin. Hein. Donc les candidatures ne manquent pas. Dijon, j'avoue que je sais pas vraiment, je sais pas si j'ai jamais pensé à demander à François Rebsamen, le maire de Dijon, s'il avait un problème. Ce qu'on m'a dit, c'est que souvent, les conseils municipaux étaient un peu plus réticents sur les thèmes, ça coûte cher. Alors c'est vrai qu'on est dans une période où les budgets des collectivités locales sont plus serrés que peut-être il y a 30 ou 40 ans. Donc je pense que c'est plus l'aspect financier, oui, qui peut être un frein. Je sais qu'il y avait eu un problème avec Grenoble, mais il y a aussi plein de communes qui n'ont jamais eu le Tour et qui rêvent de l'avoir, que ce soit en France ou à l'étranger, ça c'est encore un autre sujet. Vous l'évoquez également plusieurs fois, je crois, dans le livre. Vous parlez des banlieues. Finalement, les quartiers qu'on appelle populaires, pour un sport aussi populaire qu'est le vélo, ou en tout cas qui est censé être le vélo, comment ça se fait que ça prenne pas dans les banlieues? Alors d'abord, si on prend simplement le Tour de France ou même les autres courses, c'est vrai que le Tour de France reste la course d'une France, alors je vais pas dire qu'il n'existe plus, parce qu'elle existe ô combien, mais de la France rurale qui est plutôt en... Alors c'est difficile de dire si elle est en perte de vitesse, parce que c'est pas si, quand on regarde les chiffres et tout ça, c'est pas si évident que ça, mais enfin, qui n'est pas celle qu'on voit le plus, malgré les gilets jaunes, on en parlera peut-être. Mais donc ça reste cette espèce d'image d'Épinal de c'est la campagne, c'est les montagnes, c'est le bord de mer, c'est les églises romanes, voilà, c'est une France, alors pour le coup peut-être un peu nostalgique, mais bon, elle existe toujours cette France-là, et on l'aime évidemment. Alors ce que disent les organisateurs tout simplement, c'est que c'est très compliqué de faire arriver un peloton de 180 coureurs dans une banlieue avec le nombre de voitures, avec les suiveurs. Voilà, il faut bloquer les routes, et notamment en Île-de-France, c'est très compliqué. Donc il y a un problème matériel. Est-ce que c'est la seule raison? Je ne sais pas. Il y a eu une tentative l'année dernière avec Toulouse, avec un quartier de Toulouse. Pas sûr que ça. Là encore, les organisateurs essaient de faire des opérations avec des associations locales, mais ça prend pas vraiment. Et je crois, sauf erreur de ma part, que la seule ville de 100 000 habitants qui n'a jamais accueilli le Tour, je crois que c'est Argenteuil, me semble-t-il. Il faudrait vérifier, mais voilà. Donc le Tour est allé partout dans toutes les grandes villes, mais pas dans la plus grande ville d'Île-de-France. On a un autre phénomène, c'est l'ultra-urbanisme, les normes, l'agrandissement des villes aussi qui empiètent énormément. Je discutais avec Michel Dalloni qui m'expliquait que dans sa jeunesse, même pas dans sa jeunesse, il y a 20 ans, il habitait la Marne, donc je crois 10 km entre Paris et Disney, et que c'était encore la campagne. Aujourd'hui, il dit qu'il est obligé lui-même maintenant pour faire du vélo de faire 10 km de ville. Oui. Et puis tous les aménagements urbains, ronds-points, Dodane, etc. Ça facilite pas non plus l'usage du vélo. Oui. Mais est-ce que c'est pas aussi devenu quelque part une contrainte même à la tenue de courses professionnelles? On le voit bien, justement on parlait des dodanes, la dangerosité des dodanes. Bien sûr, oui. Alors est-ce que c'est la seule raison? C'est que dans plein de petites communes qui avaient des critériums ou des courses pour des raisons aussi financières, les courses disparaissent, ce qui est un vrai problème à terme, parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de jeunes champions qui viendront se frotter à ces premières courses et qui arriveront dans l'élite quelques années plus tard. Donc il y a un vrai sujet, oui. Est-ce que le cyclisme est un sport en voie de disparition? J'espère que non. Mais c'est pas une période simple, oui. Et si on regarde par rapport aux coureurs cyclistes, vraiment à la population des coureurs cyclistes, finalement le paysan, il n'y a absolument rien de péjoratif dans le terme, hein, bien entendu, à la Poulidor,
où le prolétaire à la Cyril Guimard, qui était dans les chantiers de l'Atlantique, si je dis pas de bêtises, usineur de mémoire, ce n'est plus une norme. Quand est-ce que s'est fait le basculement, on va dire, sociétal concernant véritablement les coureurs qui pratiquent le cyclisme? Je ne sais pas, j'ai le souvenir on en disait de Laurent Fignon était considéré comme un intello parce qu'il avait son bac, donc toute fin des années 80. Est-ce que c'est à ce moment-là? Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup, je suis en train d'essayer de faire de rassembler plein de choses pour écrire là-dessus, c'est la manière dont il s'exprime. Je trouve qu'il y a un changement dans la manière dont les champions cyclistes s'expriment, beaucoup plus pas intellectualisé, mais beaucoup plus ils se contentent pas de dire je suis content d'avoir gagné la course, ou j'espère que je pourrai gagner la prochaine fois, ou je manquais de jus dans la dernière ligne droite, choses comme ça. Je trouve qu'ils analysent beaucoup plus. Alors peut-être je trouve par exemple que Romain Bardet complique beaucoup les choses et que je me demande si ça ne l'empêche pas de gagner. Mais bon, je me contente de demander, je n'ai pas la réponse. C'est pour ça qu'ils intellectualisent beaucoup plus tout, mais ce qui donne dans les interviews des choses parfois passionnantes, hein. On sent qu'ils ont une réflexion sur leur sport et sur leur vie dans ce sport qui a beaucoup changé, je trouve. Je me replonge un peu dans l'histoire, et vous l'avez évoqué tout à l'heure avec le Parti communiste et le Front populaire. Alors, une question que je me posais en lisant votre livre dans le chapitre consacré au début du Tour de France, finalement le Parti communiste était plutôt contre. Ah, ça c'est drôle, oui. Alors ça j'ai découvert ça en faisant ce bouquin l'année dernière. J'étais complètement passé à côté de cet aspect-là. Oui, les premières années, le Parti communiste part même en guerre contre le Tour de France à la suite des papiers d'Albert Londres en 1924. Qui s'est fait un tout petit peu enfumé quand même par les frères Pélissier, qui lui décrivent une vie épouvantable, c'est affreux, on nous traite comme des chiens. Donc Albert Londres, je sais pas si on peut dire se laisse un peu avoir, j'y étais pas, hein. Donc gardons raison, mais il en fait un peu c'est un journaliste, hein, donc il en fait beaucoup sur le sujet, et à la suite de ça, l'Humanité va interviewer, je sais plus lequel des frères Pélissier, et part en guerre contre le Tour en disant que c'est de l'exploitation des travailleurs. Et donc quand j'ai découvert ça, je dis mais ensuite, sachant que l'Humanité et le Parti communiste ont cherché à récupérer l'organisation du Tour de France en 1947 après la Seconde Guerre mondiale, je dis comment les choses se sont passées. Donc je me suis replongé, vive Internet, et le site Gallica, je me suis replongé dans les numéros de l'Humanité des années 1925, 26, 27 pour voir l'évolution. Alors 1925, c'est nous gardons toutes nos réserves sur cette épreuve qui quand même, etc. Et puis ensuite il y a une voiture de l'Humanité qui suit le Tour de France, et là ils s'aperçoivent que l'épreuve a une popularité fantastique et que leurs électeurs sont sur le bord de la route, que les milieux populaires qui votent pour eux, ils sont là, et donc ils peuvent difficilement être hostiles à une épreuve qui réunit, alors pas seulement leurs troupes évidemment, mais qui réunit beaucoup de leurs troupes. Donc ils font un glissement très habile, en commençant par dire que c'est la voiture de l'Humanité qui a été applaudie tout le long du parcours, et puis finalement ils deviennent eux aussi défenseurs de l'épreuve, jusqu'à vouloir effectivement la racheter en 1947. Et si on parle un petit peu de la presse, quel regard aujourd'hui a la presse sur le cyclisme? Même dans l'équipe, certains jours, faut chercher les informations sur le cyclisme quand même, hein. C'est parfois un peu, bon, pas là en ce moment parce que ça rock avec Paris-Nice, et qu'il y a pas mal de choses, et parfois des choses très 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 bien évidemment, mais je pense qu'il y a beaucoup moins de place. Alors il y a surtout beaucoup plus de place consacrée. On va prendre les choses à l'envers. Il y a surtout beaucoup plus de place dans la presse sportive, à savoir dans l'équipe, puisqu'ils sont tout seuls pour les quotidiens en tout cas, beaucoup plus de place pour le football que ça n'était le cas dans les années 60. Maintenant, il y a même pendant le Tour de France des jours où la une de l'équipe, ce n'est pas le Tour de France. C'était inimaginable dans les années 60-70. C'était forcément le Tour de France tous les jours. Donc beaucoup plus de football, et parfois, moi je trouve un peu un traitement un peu léger. Et alors le reste de la presse, je vous parlais tout à l'heure de Paris-Nice à la une de la Nouvelle République dans les années 60. Ça c'est totalement fini. Il doit y avoir 3 lignes avec le classement de l'étape de la veille, quoi. Mais par ailleurs, l'époque n'est pas la même. On peut trouver des tas de résultats, des tas d'articles sur les sites internet. Il y a les chaînes de télévision qui permettent de suivre. On peut pas non plus, ce serait malhonnête de comparer complètement deux époques qui dans tous les domaines d'information n'ont plus rien à voir, quoi. Les sources d'information sont bien plus importantes maintenant. Maintenant, on peut même, quand il y a 2 courses sur 2 chaînes différentes, on peut même regarder 2 courses en même temps, c'est quand même formidable. Si on m'avait dit ça en 1966, j'aurais dit que c'était un rêve.
On parlait tout à l'heure de la population cycliste paysanne ou prolétaire. On parlait également du PC, on parlait du Front populaire. Euh, Paradoxalement, est-ce que le vélo n'est pas devenu un sport de riche? Alors, j'explique tout simplement, ne serait-ce rien que par le coût du vélo, qui coûte plus d'un SMIC, si ce n'est 2 SMIC très clairement aujourd'hui, si on veut être opérationnel. Je pense notamment pour des gamins, ça devient à mon avis un frein. Oui, oui, l'achat du matériel. Oui, oui. Alors, sport de riche. Alors, il paraît que c'est un sport de riche au Japon. Où au Japon, c'est Christian Prudhomme qui m'avait dit ça l'année dernière. Où c'est un petit peu comme le golf chez nous, quoi. Le cyclisme, voilà, c'est une certaine élite qui fait du vélo. Alors nous, c'est pas tout à fait ça, mais puisqu'on a beaucoup parlé de Raymond Poulidor, je crois qu'il raconte qu'il a même fait certaines courses où il s'est entraîné sur le vélo de sa maman, hein. Donc ça, aujourd'hui, c'est plus du tout. Là encore, les époques sont pas du tout les mêmes, hein. Alors sport de riche, c'est peut-être un peu excessif, mais c'est sûrement plus facile oui, je pense que c'est plus simple d'aller taper dans un ballon avec les copains sur un stade, bien sûr, oui. Oui. Et de se faire remarquer si on est doué. Je reviens sur le décès de Raymond Poulidor, qui est très symbolique parce que quelque part on était sur une France un petit peu rurale, une France apaisée, souriante. Est-ce que Poulidor aurait pu être Poulidor aujourd'hui à notre époque? Je sais pas, ce qui est vrai, c'est que autant je trouve absurde les gens qui vous disent oh là là, dans les années 60 on vivait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Je pense que tout ça est totalement absurde. Si on mettait la plupart des gens dans les années 60, ils s'apercevraient qu'ils n'ont même pas une machine à laver pour laver leur linge et ils seraient très malheureux. Je prends juste cet exemple-là, hein, parce que je me souviens d'avoir vu ma mère avant d'avoir une machine à laver. C'était quand même la vie quotidienne, c'était quand même pas simple, hein. Mais en revanche, ce qui est vrai, j'en ai quand même un peu le souvenir personnel dans ma famille. L'impression que chaque année ça allait un petit peu mieux que l'année d'avant, et que le pouvoir d'achat augmentait, et que dans les familles, tiens, telle famille, on a acheté une voiture, on a acheté un réfrigérateur, on a acheté effectivement un lave-linge, le lave-vaisselle, ça viendra beaucoup plus tard, mais partir en vacances un petit peu plus longtemps, partir une semaine, puis tiens, on pouvait partir 2 semaines, l'impression, et non seulement l'impression que ça allait mieux d'année en année, donc ça crée un climat. Alors ça n'excluait pas les problèmes sociaux et tout ça, hein. Faut pas non plus, là encore, on va pas tout repeindre en rose, mais il y avait un côté plus léger. Et surtout, il y avait cette impression, alors qu'elle était sans doute liée aussi que la génération de mes parents avait connu la guerre, l'impression que toute cette période-là de guerre et tout ça, c'était fini et qu'on allait vers un monde qui serait, qui enfin serait apaisé. Bon, ça a duré quelques décennies, mais c'est pas tout à fait l'époque dans laquelle on est maintenant. Donc est-ce qu'un Poulidor pourrait arriver aujourd'hui? J'ai envie de dire pourquoi pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est vrai que les deux époques, l'ambiance des deux époques est très différente. Il y avait une légèreté dans l'air, il y avait oui cette certitude que les choses allaient durablement aller toujours de mieux en mieux. Bon, c'est pas tout à fait l'impression qu'on a qu'ont notamment malheureusement les plus jeunes dans la société d'aujourd'hui. Vous parliez des émeutes provoquées par Poulidor. Comment expliquer que nos champions tricolores aujourd'hui n'arrivent pas à provoquer la même chose? Je pense notamment à Alaphilippe. Alors vous évoquiez, c'était intéressant, vous l'avez un petit peu anticipé cette question en me parlant de ces enfants à Pau qui justement jouaient à être Alaphilippe. Mais malgré une popularité énorme, ou même Thomas Voeckler il y a quelques années, on n'atteint pas, il me semble, de degré d'enthousiasme exacerbé sur ces personnalités. Oui, là il y a peut-être le fait aussi que même si on peut, sauf cette semaine sur Paris-Nice à cause du virus, mais on peut quand même continuer d'approcher un peu les champions, beaucoup plus en tout cas que dans d'autres sports. Mais moi j'ai le souvenir, par exemple, je prends un souvenir très précis, Paris-Tours. Puisqu'on habitait à Tours, donc les premières courses que j'ai vues arriver, c'était Paris-Tours. Après Paris-Tours, les coureurs ne remontaient pas dans un bus pour prendre leur douche dans le bus et rentrer à Paris ou ailleurs. Ils allaient au Palais des Sports de Tours prendre une douche et ensuite ils ressortaient, ils cherchaient leur voiture. Donc ils étaient dehors, ils cherchaient leur voiture, ils étaient à portée d'émeute. Et là j'ai vu des trucs autour de Poulidor, mais il fallait des gendarmes pour le guider dans la foule et lui permettre d'aller rejoindre sa voiture, hein. C'était les gens se seraient marchés dessus. Alors maintenant effectivement les bus des équipes font que où j'ai le souvenir d'avoir vu Poulidor aussi sortir
de son hôtel en 1967, après avoir perdu le premier prologue. Il perd de peu, et il se trouve que j'étais au départ avec ma mère qui m'avait emmené, comme quoi mes parents jouaient le jeu quand même, ça les intéressait pas, mais ils m'avaient emmené à Angers au départ c'était pas très loin des Tours, au départ du Tour de France en 1967. Et Poulidor sort de l'hôtel sur son vélo, pareil, tout le monde se précipite sur lui, et il allait rejoindre la ligne de départ à vélo. Je suis pas sûr que les grands champions, c'est vrai pour d'autres, mais que les grands champions maintenant sont peut-être un petit peu plus protégés de la foule. Et c'est vrai que Poulidor suscitait une espèce un enthousiasme qui dépasse vraiment l'imagination aujourd'hui. Pendant la Ve République, on a l'impression que le Tour est devenu un objet de promotion politique. Alors déjà, est-ce qu'il l'était moins auparavant qu'il ne l'est devenu aujourd'hui ? Mais ensuite, qu'il n'a jamais véritablement été respecté comme un monument, plus comme un objet promotionnel. Alors la question que je pose finalement, c'est est-ce que le Tour de France est encore un monument aujourd'hui d'un point de vue politique ? Moi je pense que oui quand même, on peut pas non plus tout le temps accuser les hommes politiques de faire de la récupération et de la com, ils en font évidemment, mais bon, pour revenir au début de votre question, là, l'utilisation du Tour de France, elle est quand même relativement récente, parce que sinon, alors sous la Troisième République et la Quatrième République, on en parle même pas, même si le pouvoir politique intervient à certaines occasions, intervient en 1947 pour savoir qui prendrait l'organisation du Tour de France après la guerre, et même à la reprise en 1947, il y a le président du Conseil à la tribune de l'Assemblée qui dit il faut, en gros, oublions nos malheurs, le Tour de France redémarre, c'est le signe, et ça avait été la même chose en 1919, le Tour de France redémarre, donc ça veut dire que la France va bien et que la vie recommence. C'est très frappant en lisant les journaux de 1919 et les journaux de 1947 et les déclarations de l'époque. Vous voyez bien que ça va mieux et qu'on est sorti de l'enfer puisque le Tour de France redémarre. C'est pour ça qu'en 1919, les organisateurs, ils étaient costauds et gonflés, veulent que le Tour reprenne dès 1919 et aille dans l'Est. Vous imaginez l'état des routes dans l'Est après la Première Guerre, la tuerie de la boucherie de la Première Guerre mondiale, et veut même, Henri Desgranges tient absolument à ce que le Tour aille à Strasbourg pour aller montrer que voilà, c'est pas seulement, je crois que j'avais écrit quelque chose comme ça, c'est pas seulement le peloton qui entre en Alsace, c'est l'armée, c'est la suite de l'armée de libération. Donc il y a un symbole, et là on est quand même dans le monument. Mais sinon au début de la Ve République, il y a l'épisode célèbre où le général de Gaulle est sur le bord de la route à Colombey-les-Deux-Églises et où le peloton s'arrête. Ça n'est jamais arrivé une autre fois, jamais le peloton, alors si, il s'est arrêté, il a pu s'arrêter pour d'autres raisons, on parlait des grèves tout à l'heure, mais pour saluer quelqu'un, ça n'est jamais arrivé. Ensuite, si on le fait rapidement, Georges Pompidou, le pauvre, il fait un mandat écourté, donc l'occasion ne se présente pas. Valéry Giscard d'Estaing, il a un rôle important, parce que c'est grâce à lui que le Tour de France arrive sur les Champs-Élysées. C'est le fait du prince total, c'est-à-dire que l'idée avait été caressée déjà depuis plusieurs années. Le Tour, arrive au Parc des Princes en 1967, ensuite à la Cipale à Vincennes, les victoires d'Eddy Merckx, c'est à la Cipale à Vincennes, et c'est le journaliste Yves Mourouzi qui présentait le journal de 13h, sur la première chaîne de télé, comme on disait à l'époque, qui tient absolument à cette idée, et la préfecture de police était réticente en disant c'est pas possible, il va falloir bloquer toute la ville une journée, c'est impossible. Et Yves Mourouzi va voir Valéry Giscard d'Estaing, qui trouve qui à ma connaissance n'est pas spécialement passionné de cyclisme, mais qui trouve que c'est une très bonne idée, que ce sera très beau d'avoir l'arrivée du monument, pour reprendre votre expression, sur les Champs-Élysées, et qui dit bien sûr c'est possible. Donc là la préfecture de police trouve que c'est formidable, eux-mêmes avaient toujours été favorables, vous savez comment ça se passe dans ces cas-là, le président veut, donc tout le monde suit derrière. C'est un bon exemple du poids du président de la République sous la Ve République en France. Et en fait, le vrai, François Mitterrand, il va sur le bord de la route en montagne faire des photos. Il aimait surtout le cyclisme sur piste, Mitterrand, les 6 jours au Veldiv avant la guerre. Et le vrai grand passionné et le premier qui suit une étape dans la voiture du directeur de la course, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà, lui c'est un vrai passionné, incollable. Pour ne rien vous cacher, j'ai passé une partie d'une soirée avec lui à essayer de se poser des cols, et il a essayé de me coller sur le Tour 1966 justement, et pas de chance, il a pas réussi. Mais non, il connaît vraiment très bien, et il aime vraiment ça. C'est pas bidon quoi, c'est pas de la com, c'est un vrai fanat.
Le problème, c'est que comme Sarkozy est allé en suivant une étape dans une voiture, bah, c'est devenu un peu le passage obligé. Donc François Hollande a fait la même chose et Emmanuel Macron essaye de faire la même chose également. Il semble qu'Emmanuel Macron aime bien aussi je crois que François Hollande aime bien le sport en général. Il aime beaucoup le football, mais je pense qu'il aime bien le sport en général. Je pense qu'ils ne peuvent pas. Je n'imagine pas qu'on soit président de la République française et qu'on ne mesure pas le monument qu'est le Tour de France dans l'histoire du pays. Je pense qu'ils mesurent tous que c'est bien autre chose, bien au-delà de la compétition sportive. Bien sûr, c'est une compétition sportive, mais pour beaucoup de gens, au fond, peu importe la compétition, peu importe qui gagne, c'est pour qui passe dans la commune, voilà, donc le monument, hein, dans les lieux de mémoire, c'est ça. Pierre Nora raconte ça très très bien. Je pense quand même qu'ils ne peuvent pas sentir cette dimension-là, ou alors c'est à désespérer des présidents de la République, et je m'y refuse. Et vous parliez de Nicolas Sarkozy, on va y revenir dans très peu de temps, mais est-ce que finalement il y a beaucoup d'hommes politiques, je recherchais justement en préparant ce podcast, je recherchais des interviews d'hommes politiques parlant de vélo, et à chaque fois je retombais sur des interviews d'hommes politiques parlant de football, mais très peu de vélo finalement. Alors il y a quelqu'un alors je dis qui est, mais bon c'est quelqu'un qu'on voit plus du tout, qui est un très vieux monsieur maintenant, c'est Jacques Delors, qui était très très passionné de Tour de France, puisque Martine Aubry raconte même que l'été c'était obligé de regarder le Tour de France et que ça l'avait un peu dégoûté du Tour de France. Mais j'ai le souvenir, elle avait dit qu'elle aimait bien André Darrigade. Bon, pourquoi André Darrigade? Je crois que Jacques Delors était plutôt poulidoriste ou poulidorien, et donc j'ai entendu une fois Martine Aubry parler de Darrigade. Il y a quelqu'un qui aimait beaucoup le sport en général et qui était très calé en vélo. J'ai eu aussi beaucoup de conversations avec lui là-dessus. C'est évidemment Philippe Séguin. Ah oui, qui connaissait aussi, voilà, qui m'a vu une fois me plonger dans Vélo Magazine, dans un avion au retour d'un meeting politique, et qui m'a dit ah, vous y intéressez vraiment? C'est pas, je dis non, c'est pas bidon, je m'y intéresse vraiment. Donc on a fait le voyage de retour en parlant vélo. Dans les plus jeunes, en revanche, je suis pas sûre. Il y a aussi il y a peut-être toute une génération qui a été aussi marquée par notamment Gilles Poulidor et toute cette période-là. Je pense que c'est quand même une période très forte de l'histoire du cycle, mais pas seulement, hein, petit aussi avant, Copy, Bartali, Louison Bobet, Robic. Moi, quand voilà, c'est fou ce que les Français ont été marqués par la victoire de Robic, parce que c'était le tour de la reprise en 1947. Et Robic, un Français qui gagne ce premier Tour de France après 5 ans de guerre et d'occupation allemande, c'était un événement. Je pense que la notoriété de Robic, c'était quelque chose d'énorme, bien au-delà de l'intérêt que pouvaient avoir les gens pour les courses cyclistes. Si on reprend donc le cas de Nicolas Sarkozy, si je fais un petit parallèle avec le cyclisme, c'est quelqu'un qui appréciait énormément Armstrong. Est-ce que finalement ça en dit pas beaucoup sur l'homme politique, bien plus que des livres? Oui, d'autant que ça a été, voilà, il a quand même joué un rôle, semble-t-il, et pas seulement semble-t-il, dans le retour d'Armstrong, quand Armstrong revient après ses 7 victoires, arrête sa carrière et revient. Nicolas Sarkozy a joué un rôle auprès du groupe ASO, etc. Donc, et il admirait profondément. Alors lui, il devait être plutôt anctiliste quand il était. On a le même âge avec Sarkozy, donc c'est facile. Je pense qu'il devait être plutôt anctile que Poulidor. Vous savez que Raymond Poulidor m'a posé la question une fois. Il m'a dit oui, mais vous êtes nouvelle, vous êtes où? Alors je lui ai dit que c'était au village départ d'une étape, je sais plus laquelle. Je lui ai dit non, moi je travaille plutôt sur la politique, mais bon voilà, je lui ai pas dit tout ce que je lui devais, mais j'étais bien trop timide pour ça. Mais donc je lui explique, il me dit ah, les politiques, et alors qu'est-ce qu'ils prennent pour tenir? Et donc on a ri, et voilà, ça a été le souvenir de ce petit éclat de rire avec Raymond Poulidor. Oui, ça en dit beaucoup sur Sarkozy, sur la hargne de gagner, en plus il fait du vélo, hein, il fait du sport et notamment du vélo. Oui, cette espèce de hargne de gagner, ce côté peut-être très, je me garderais bien de dire quelqu'un qui écrase tous les autres, parce que Sarkozy c'est plus compliqué que ça, hein. Il peut être beaucoup plus collectif qu'on ne le pense, mais oui, la hargne de gagner d'Armstrong et la sienne, oui, le parallèle est assez clair, oui. Alors, est-ce que ça en dit plus que des livres? Si on reprend donc le cas de Nicolas Sarkozy, vous évoquez le jaune à un moment dans votre livre où vous dites que c'est la couleur de la traîtrise, et pourtant, le maillot jaune, c'est devenu, au-delà même du cyclisme, un symbole national. Oui, bien sûr. C'est l'historien Michel Pastoureau, hein, qui vient d'ailleurs de sortir un gros bouquin sur la couleur jaune qui est vraiment formidable.
Il a sorti ça à la fin de l'année dernière. Il avait déjà sorti le rouge, le bleu, voilà, c'est sa spécialité. Et il explique très bien que à travers les âges, le jaune c'était la couleur des traîtres, de la mort, du désordre, de la folie, des briseurs de grève et bien sûr des maris trompés. Mais bon, le quotidien L'Auto qui organisait le Tour de France étant imprimé sur du papier jaune, à l'époque, quand Henri Desgranges en 1919 décide d'inventer ce maillot distinctif, c'est une idée de génie. Déjà, créer le Tour de France, c'était déjà une idée de génie, mais faire reconnaître à la fois, parce que l'idée elle était double au début, c'était à la fois que les spectateurs repèrent tout de suite le maillot jaune, c'est-à-dire celui qui était premier, mais aussi que les coureurs dans le peloton repèrent où était le leader. Donc c'est la couleur jaune qui s'impose malgré sa mauvaise réputation. Et oui, il y a des titres au moment de je sais plus quelles élections, l'année dernière, j'ai encore lu un titre, Marine Le Pen veut être maillot jaune des élections européennes ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est entré être maillot jaune, il y a être Poulidor, qui rate, je sais plus qui avait, Amélie Nothomb qui avait encore raté le prix Goncourt, c'était le Poulidor elle était le ou la Poulidor des prix littéraires, et puis le maillot jaune, c'est celui qui gagne. Donc c'est devenu très prestigieux et c'est vraiment entré. Je pense que tout le monde, ça évoque pour tout le monde quelque chose, même ceux qui ne s'intéressent pas au Tour de France au mois de juillet. Le Tour de France, c'est aussi des départs à l'étranger. En 1954, donc le départ d'Amsterdam, et on aura jusqu'en 2021 Copenhague. On sent un petit peu dans votre livre que vous fustigez un peu les critiques récurrentes que l'on peut exprimer par rapport justement à ces départs d'étrangers et non de France. Est-ce que finalement ces critiques ne sont pas vraiment dans l'air du temps? On parlait tout à l'heure des Gilets jaunes, d'une France qui aimerait qu'on s'occupe avant tout d'elle-même et non pas des autres. Oui, alors non, moi ce qui m'énerve surtout dans cette affaire, c'est que à chaque fois qu'il y a ça n'est pas le cas cette année, parce que je crois qu'il n'y a même pas d'incursion du tout à l'étranger, dans un parcours un petit peu, surtout le sud de la France est un petit peu bizarre à l'œil, mais il n'y a pas d'incursion à l'étranger. Ce qui m'amuse et m'énerve un peu à la fois, c'est que quand il y a un départ de l'étranger, là on entend, alors c'est le café du commerce, mais pas seulement, c'est mais de toute façon c'est plus le Tour de France. Maintenant ils vont à l'étranger, c'est plus le Tour de France. Et effectivement, vous le disiez, la première fois c'était en 1954. Donc c'est presque très vieux, 1954, et c'est arrivé des tas de fois depuis. Donc sur les Gilets jaunes, moi ce qui m'a surtout frappé, et les organisateurs et Prud'homme et Christian Prud'homme disent que depuis quelques années, alors sans prétendre avoir vu monter ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes évidemment, mais beaucoup de maires de petites communes ou de responsables d'associations, ou de gens qu'il peut rencontrer lors de la préparation du parcours, de gens qui lui disaient au fond, on n'a plus rien. Alors, il y a du fantasme aussi, c'est pas toujours vrai qu'il n'y a plus rien, mais enfin bon, c'est vrai qu'il y a une désertification des zones rurales, on va pas dire le contraire, donc la poste a fermé, même si souvent c'est l'épicerie qui a pris le relais, mais parfois il n'y a pas d'épicerie, il y a plus de médecins, ça c'est vrai, il y a plus on ferme des classes à l'école, etc., et des gens disant à Christian Prud'homme, mais le Tour de France ne nous oublie pas, c'est-à-dire que tout s'effondre, mais le Tour de France reste, et là on retombe dans le monument quand même, et dans l'espèce de quelque chose qui tisse du lien national. C'est plus ça qui m'a frappé, moi, dans le lien avec les Gilets jaunes. Parce que bon, les départs de l'étranger, 2 jours après le Tour, est en France, et on oublie très vite qu'il est parti de Londres ou de Berlin, et en plus il a un tel succès quand il part de l'étranger que ça fait plutôt plaisir à tout le monde. Mais c'est plus, il nous reste le Tour de France. Même si, il passe dans la commune, ça va vite, hop, le peloton passe, la caravane publicitaire a enchanté tout le monde, je suis toujours très emballé moi par l'esthétique de la caravane publicitaire, mais ça fait partie d'un tout, ça fait partie du monument, et puis les voitures, et puis quelqu'un m'avait dit, tu verras à la fin quand la course est passée, les gens font coucou à l'hélicoptère, et c'était vrai, et les gens font coucou à l'hélicoptère. Et la première fois j'ai trouvé ça un peu ridicule, et en fait non, c'est voilà, le tour continue, le tour s'en va, et on lui dit au revoir. On pourrait imaginer que les gens repartent déçus en disant on n'a rien vu. Pas tant que ça, finalement. Le monument est passé, quoi. Et il est passé chez nous. Il est passé devant la porte, quoi. Et ça, c'est pas rien. D'un point de vue politique, et là, vous allez pouvoir peut-être me donner un éclairage que je n'ai pas sur les années précédentes, mais le vélo, moi, que j'appelle post-98, vous l'avez situé un peu plus tôt sur les années Indurain,
est-ce qu'il n'est pas devenu un sport de pestiféré? Alors pourquoi je dis ça? Parce que moi je le vois bien, dans mon entreprise, enfin j'étais en entreprise, j'ai fait 14 ans d'entreprise auparavant, et notamment les 4 dernières années j'étais à Paris dans un siège, il y avait 100 personnes à peu près, j'étais la seule personne à s'intéresser au vélo. Ouais. Et une statistique que j'avais connue à peu près les années précédentes dans mes autres entreprises également. Et quelque part, à chaque fois que je parlais du vélo, on me disait sport de tricheur. On peut pas faire le Tour de France sans tricher. Et c'est incroyable de voir quand même à quel point 98 est encore ancré dans les mémoires. C'est-à-dire que tout le monde avait ce point de repère-là. Et je pense d'un point de vue politique, je me pose la question, est-ce que justement le vélo est devenu quand même, malgré la grande messe du Tour de France, un peu pestiféré pour justement en parler positivement? Je suis pas sûr, ou alors ils anticipent les éventuelles réactions de leurs électeurs. Il faut faire la part entre ceux qui vont aimer que la course cycliste passe chez eux, Paris-Nice ou Dauphiné ou une autre, ou le Tour de France évidemment, et puis ceux qui diront c'est tous des dopés, tous des pourris. Et c'est une bonne question comme comme on dit. Ce qu'ils anticipent ce genre de choses. Ce qui est vrai, c'est que c'est très pénible parce que ça fait plus de 20 ans, comme vous disiez, donc c'est pas. Alors, je prétendrai pas que le ménage a été fait à 100%. Mais c'est vrai que c'est pénible d'être presque toujours obligé, non pas de se défendre, mais un peu quand même, de dire mais attendez, dans le football, vous êtes sûr que ah oui non mais c'est pas pareil, en football ils se dopent pas. Ah bon, vous êtes sûr qu'ils se dopent pas? Et le tennis, ah non le tennis impossible. Il y a effectivement, ce sont forcément les cyclistes qui ont le mauvais rôle et les autres sports non. C'est un peu, il y a un petit peu de, je vais pas reprendre le truc des élites et de la France d'en bas parce que ça veut dire et ça veut pas dire en même temps, mais il y a un petit, ça reste quand même, oui, le sport un peu populo, un peu Yvette Horner, Cochonou, il y a un petit peu de mépris quand même de certaines élites entre guillemets. Ça les arrange bien de rajouter que en plus ils sont dopés, donc tout ça n'a pas grand intérêt, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup se défendre et les défendre, et c'est parfois un peu fatigant. Eh bien, c'était la dernière question de ce podcast. Donc, je vous remercie pour ce temps passé en votre compagnie, Béatrice. Merci beaucoup, Bertrand.